Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui vous plonge dans l'intimité des extra-humains. Ces athlètes de haut niveau, capables de performances incroyables. Alors moi je m'appelle Arnaud et je comptais bien vous embarquer avec moi au cœur de ce monde de méconnus. Comment vivent-ils? Comment aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment luttent-ils? Et je pense honnêtement qu'ils en ont des choses à nous dire. Intimiste, c'est un épisode diffusé tous les 15 jours où on parle sans tabou de l'évolution personnelle et de l'intimité de chacun de mes invités. Un échange simple, sincère, à la fois réaliste des à côté du sport de haut niveau. Ici, pas de chrono, pas de médaille, pas de zone mixte. Imaginez juste l'odeur d'un bon chocolat chaud, une tarte aux myrtilles à la main, la cheminée qui crépite au fond d'un chalet de montagne virtuel. À travers les fenêtres, on perçoit la neige qui recouvre les sommets. Allez, le décor est planté. Je vous laisse apprécier, aimer, commenter, partager sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois une ancienne biathlète qui est devenue l'une des figures du trail running français. Des pistes enneigées au sentier technique, on plonge ensemble dans les coulisses de son enfance, de sa construction personnelle qui lui ont permis de devenir la grande athlète qu'elle est aujourd'hui. Entre soif de réussite et volonté de bien faire, Lucille nous partage ses plus grands défis et la force qu'il faut pour se reconstruire quand le corps et l'esprit sont mis à l'épreuve. Lucille, c'est une personne aussi attachante que performante qui nous livre un témoignage brut, puissant et profondément humain qui mérite d'aller encore plus haut. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Installez-vous, c'est parti. Bonjour Madame Lucille Germain, comment vas-tu? Bonjour Arnaud, eh ben écoute, ça va très bien. Bon, je te remercie en tout cas de venir à mon micro pour qu'on puisse échanger sur ton parcours, sur ta construction personnelle, sur la petite fille qui est devenue aujourd'hui une grande traileuse aguerrie. Donc on va pouvoir retracer ensemble toute cette belle histoire. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter, que tu puisses me dire qui tu es, d'où tu viens et comment tu as fait pour en être là aujourd'hui. Après, ça nous permettra d'enchaîner tranquillement sur le reste de l'interview. Alors du coup, Lucie Germain, je me souviens jamais, j'ai 28 ans bientôt. Voilà, j'ai grandi dans les Vosges. Je suis vite partie des Vosges pour, mes études. Je faisais du biathlon, en parallèle et voilà, j'avais l'opportunité de faire mes études et continuer le biathlon au niveau à côté. Donc je suis partie à Annecy et après dès ma première année à l'IUT, j'ai arrêté le biathlon. Une année un peu compliquée où je voulais, trop bien faire les choses. Je me suis enfermée un peu sur moi-même, et puis en fait ça a pas marché. Je prenais plus de plaisir dans ce que je faisais. Donc je me suis fait une année, un peu plus cool à faire, autre chose, d'autres sports, notamment du trail donc voilà, je variais entre les Vosges et puis Annecy. Et puis après, j'ai été intégrée dans une première équipe, de trail, voilà, donc ça fait aujourd'hui, on va dire, 6-7 ans que je cours et je suis hyper épanouie dans ce que je fais, donc c'est une belle chose et après que dire de plus? Je suis, entraîneur dans un ski club, là où je vis à Beauzelle, donc en Savoie je suis aussi monitrice de ski nordique à Champagny-le-Haut, voilà, donc c'est en hiver, je ça me tient vraiment à cœur de conserver cette partie-là, de travailler, de transmettre vraiment, ma première passion pour le ski nordique c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de lâcher. C'est pour moi, ouais, un super équilibre, et de pas penser qu'à le sport, en hiver, puisque l'hiver, c'est quand même une période où, il y a pas forcément de compétition. J'habite à la montagne, donc je peux faire beaucoup de ski et voilà, que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. J'ai un T'as frère et de... une sœur. Ah voilà, c'est ce que j'allais te Voilà, demander. ils sont plus Voilà, grands que ok. moi et je suis la dernière, la chouchoute quoi, tu vois bien. Ouais, je vois ça. Sportif aussi ou pas? Sportifs, oui, ils font Ouais. du trail les 2 maintenant. Mon frère était pas du tout sportif avant, et il s'est pris au jeu et à vraiment faire, là, on va être les 3 sur, une des courses en Suisse, à Verbier. Mon Mmh. frère et ma sœur vont faire le 75 kilomètres et moi, je vais faire le 43. Donc ça va être, trop chouette d'être réunis, tous ensemble avec ma mère et voilà, ça va être cool. Et c'était de votre éducation, vous avez été, tu été d'entrée mis dans le sport, dans cette, volonté de bouger ou pas? Non, c'est toi qui as été toute seule? Comment ça s'est fait cette construction? Je suis sur les skis depuis vraiment toute petite. J'ai suivi les traces de ma sœur, qui faisait du biathlon. Après elle a arrêté, on a 5 ans d'écart, donc elle a arrêté. J'ai repris sa carabine et après moi là, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans le biathlon et puis ma sœur, elle a beaucoup voyagé
et après elle est revenue en France, elle s'est posée et puis elle a fait aussi du trail et c'est bah, voilà, c'est elle qui m'a donné aussi le goût de d'aller en montagne et de faire, de la compétition en trail. T'avais quel âge quand tu as commencé le biathlon? Biathlon, alors on peut vraiment commencer à tirer à partir de 13 ans, enfin à la carabine, enfin petit à petit en Ouais. fait il y a des étapes, carabine laser, carabine à plomb et puis après aux balles. Mais vraiment, je pense depuis 4-5 ans, je suis sur les skis de fond et après petit à petit, il a fallu que je choisisse notamment, au lycée entre, bah, ski de fond et biathlon. C'est vraiment un choix qu'on doit faire et au lycée du coup avant, bah, mes 18 ans, non, mais même avant, qu'est-ce que je dis? 15 ans, je sais même plus à quel âge on est au lycée, mais Ouais, dans voilà. les 15 ans, ouais. Ouais, 15 ans, j'ai dû faire un choix et c'était assez dur parce que j'aimais beaucoup le ski de fond, notamment la technique classique, j'adorais ça et du coup, j'ai quand même choisi le biathlon parce que voilà, il y a cet aspect, bah, tir à la carabine derrière qui demande beaucoup de concentration et puis aussi à côté, bah, l'effort demandé, ouais. Et ton enfance, c'était quoi? Mon enfance, c'était quoi? Je touchais quand même à pas mal de sports. Alors au tout début et je crois que c'est la première fois que je le dis sur, un podcast ou une interview, j'ai fait du théâtre au tout début quand j'étais, quand j'étais petite. Vraiment ça, c'était marrant. Après j'ai fait de l'athlétisme. Je faisais un peu tous les sports, lancer de poids, du 200 mètres, mais sans être à fond, dedans. C'était juste, voilà, j'allais à l'athlé parce qu'il y avait les copains, les copines et c'était cool. Je faisais de la perche aussi, j'aimais bien ça. Avec une copine dans le jardin, on faisait du saut à la perche, c'était vraiment drôle et après voilà, j'étais, je pense, une fille qui aimait bien bouger, faire du sport, être dehors et toucher à plein de choses jusqu'à me mettre vraiment, à fond dans le ski de fond. Et à côté de ça, à l'école, tu étais comment? C'était pas mon truc l'école, j'avoue Ah ouais? que D'accord. j'étais pas hyper fan. Je sais qu'en seconde et j'avais pas forcément des super bonnes notes, notamment en maths. J'aimais pas ça, les chiffres, ça me la physique, les mathématiques, la chimie, voilà, c'était pas mon truc. Mais après voilà, je me suis accrochée, j'ai quand même aujourd'hui un master donc c'est bien, j'ai assuré mes arrières, on va dire. Mmh. Tu l'as en quoi le master? Marketing et management du sport, je l'ai fait à l'INSEC à Chambéry. D'accord, OK. Voilà. Et quand tu es rentré dans le monde du sport, donc assez jeune, tu as senti assez rapidement, 2 choses. Le fait que tu aies envie d'en faire et de te jeter, là-dedans, et la seconde chose, c'est est-ce que tu as senti que tu avais des prédispositions? Je pense que j'avais l'endurance parce qu'en ski de fond, je faisais des résultats et j'avais envie de bien faire. J'ai envie de faire les choses à fond et justement l'année où du coup je passe à côté, c'est que j'étais trop dedans à justement m'enfermer et socialement à me couper un peu de tout. Donc je sais aujourd'hui que c'est pas la bonne solution, en tout cas pour moi mais je pense que ouais, j'avais le goût de la compétition. J'aime, me dépasser et puis faire de la compète, ça me transcende. C'est aussi pour ça que je m'entraîne aujourd'hui, c'est pour la compétition. Si j'ai pas d'objectif, j'aurais du mal à aller m'entraîner, tous les jours. D'accord. Et le théâtre, tu l'as fait pour quelle raison quand tu étais petite? Parce que des fois, tu sais, tu peux avoir un but, le théâtre, les parents disent: «Bon, le petit, il est un peu timide, on va quand même essayer», tu vois? De le mettre au théâtre, ça va peut-être l'aider, ce genre de choses-là, tu vois? Ou toi, non, c'est toi qui avais envie de monter sur les planches? Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, j'arrive même pas à me souvenir si c'était vraiment mon envie. Il faudrait que j'en discute avec mes parents, mais il y avait une petite compagnie là où j'habitais et c'était sympa et je pense que ça m'a aidée. Après, j'avoue que les années à l'école, ensuite, à l'IUT et tout ça, j'étais quand même une fille qui était, je suis quelqu'un qui aime pas trop m'exprimer devant les autres. Alors aujourd'hui, ça va quand même de mieux en mieux mais voilà, j'étais assez timide, j'avais toujours peur qu'on me juge, que par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je porte. Ça, c'était assez lourd pendant quelques années et je pense que le théâtre, ça m'a fait du bien, ça m'a permis aussi d'oser mais bon, j'étais encore petite et après j'ai grandi et je pense que j'ai appris par rapport à mes expériences et à me faire un peu plus confiance, je pense. Comment c'est donc ensuite, on revient un peu vers ton adolescence du coup maintenant. Comment s'est passé ton arrivée dans le haut niveau dans le biathlon? Comment ça Mmh. s'est construit tout ça? Comment tu as intégré, des équipes, le haut niveau, pour arriver jusqu'au moment où ça devient un peu compliqué?
Alors au début, j'étais dans un ski club, ce qui est la base en fait quand, bah, voilà comme tout quand on débute, une activité, sportive. Et après au fur et à mesure avec les résultats, je suis rentrée dans un lycée où il y avait une section, pôle espoir et après tu rentres au comité. Donc il y a Mmh. plusieurs critères et après avec le comité, on va sur des courses plutôt, nationales et mon objectif d'année en année, c'était de rentrer en équipe de France, de biathlon. Donc ça a été bah, je me suis assez acharnée et j'ai pas réussi à aller en équipe de France et à avoir une sélection à l'international. Donc je pense que j'ai plafonné un peu, mon niveau a plafonné, mais ma dernière année était tellement compliquée, j'avais perdu du poids, c'était mental enfin, il y a ça n'allait plus et je dis pas j'ai pas envie de dire que j'ai abandonné, mais c'est juste que j'avais plus de plaisir dans ce que je faisais et pour moi, ça servait à rien de continuer. Enfin, au bout d'un moment, quand tu pleures sur des séances d'entraînement, en skiroue que j'ai plus envie, enfin ça, c'est une séance qui m'a beaucoup marquée. Il y avait ma mère qui était avec moi, sur la piste cyclable, je faisais du skiroue et juste au bout d'un moment, j'en avais trop marre. Enfin vraiment, j'étais là: «Mais pourquoi je fais ça?» Et du coup, l'année d'après, j'ai arrêté parce que ça allait plus, enfin, pour moi, ça sert à rien de faire quelque chose, Mmh. auquel tu prends plus plaisir, en fait. Et derrière, il y a une explication dans le manque de résultats? Ou non, vraiment tu avais perdu l'envie? Alors, j'avais perdu l'envie et il y a aussi le fait qu'après le lycée, j'étais encore au comité, mais j'avais plus ce groupe d'entraînement. Quand j'étais au lycée, c'était, bah, on avait des après-midi de libre, on avait, les mercredis, les samedis avec le club. Donc, tu vois, tu as quand même une bonne dynamique et moi, je me suis retrouvée, du coup, assez toute seule. Je pouvais intégrer, le groupe, mais j'étais pas vraiment dedans et je trouve que quand tu es entre les 2, c'est-à-dire que tu es un peu au comité, tu pas en équipe de France et ben, c'est compliqué de performer, on va dire et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, voilà, je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Et pour toi, qu'est-ce qui t'a manqué Voilà, justement c'est ça, pour ouais, y arriver? exactement et je pense qu'il m'a manqué, notamment de la préparation mentale. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en trail qui m'a vraiment aidée, et en biathlon, en fait, avant certains tirs, notamment debout, j'arrivais avec une grosse appréhension, avec, la peur de faire un 0/5, d'aller tourner 5 fois sur la note pénalité et je pense que la prépa mentale, ouais, c'était quelque chose qui était pas encore développé et on n'en parlait pas beaucoup et du coup, c'est quelque chose qui m'a pas été proposé au sein du comité ou voilà, Mmh. on l'a pas, ouais, proposé et donc ça, je pense que ça m'a réellement manqué, de pouvoir m'exprimer et puis, m'enlever certaines peurs par rapport au tir ou juste m'apporter plus de confiance, ouais. Et en quoi elle était compliquée cette dernière année? Tu nous en as dé tu l'as expliqué, ce qui allait pas. Ensuite, il y a une baisse de motivation, il y a de la perte de poids, il y a, des problèmes psychologiques derrière. C'était quoi concrètement? Bah, justement, c'est cette envie de bien faire, de faire attention à son alimentation, son hygiène de vie. Tu vois, les sélections importantes, elles tombaient souvent après la période de Noël et après Nouvel An. Donc, tu vois, honnêtement, fêter Nouvel An, la nouvelle année, je l'ai jamais fêté, hein, en biathlon. C'était vu que les sélections partaient 3 jours après, donc fallait se coucher tôt, alors que les copains, eux, ils faisaient bien la fête. Donc j'ai pas eu la même, adolescence, on va dire, que les autres, mais je l'ai choisi et je l'ai voulu. Donc ça, j'ai aucun regret à avoir là-dessus. J'ai toujours été, sérieuse dans ce que je faisais et régulière parce que je voulais performer en biathlon. C'était vraiment ma motivation. Mais, mais ouais. Et après tu perds un peu de poids, c'est ça? Et après, j'ai perdu du poids, donc pareil dans cette dynamique de bien faire, ton hygiène de vie, de dire: «Bon bah, pour être plus performante, voilà, faut que je mange peut-être un peu moins ou que je mange mieux et au fur et à mesure, j'étais toute seule du coup, à la maison. Les midis, ma mère, elle, forcément, elle était au travail, donc elle mangeait là-bas et je pense que j'ai, baissé mes quantités, enfin, diminué mes quantités sans vraiment m'en rendre compte, en fait et puis après on me disait: «Ah, tu as perdu du poids et tout» et c'était un cercle un peu vicieux parce que j'étais contente qu'on me dise ça. J'étais: «Ah ouais, j'ai perdu du poids. Ah bah, allez, je continue» et en fait, c'est du coup, je perdais de plus en plus de poids et j'avançais plus sur les skis clairement, et je suis tombée un peu dans une période un peu de dépression. On était partis en stage avec le comité c'était en Allemagne pour aller skier au mois d'octobre là dans un tunnel et je sais pas, j'étais pas bien, j'avais envie de rentrer à la maison.
Alors qu'au comité, tu es avec les copains, avec les entraîneurs, on s'entend bien, enfin, c'est une petite famille et là, je sais pas, non, j'étais pas bien, comme une petite dépression, ouais, liée justement à l'alimentation, à la perte de poids, Oui, après c'est un cercle vicieux, hein, exactement, très ouais. et comment tu t'en sors de tout ça? Là, bah, comment je m'en suis sortie, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté le biathlon, j'ai arrêté. Ouais, mais il faut avoir la démarche, c'est-à-dire que tu es dans un moment donné où tu es peut-être, tu es aux portes de l'équipe de France, tu te dis: «J'ai quand même un certain niveau», tu es jeune, tu as de l'avenir et tu prends la décision d'arrêter. Je pense que tout le monde n'est pas capable aussi de prendre cette décision-là. C'est sûr, mais le fait que j'ai pas réussi à faire de courses internationales et j'ai peut-être plus trop cru en moi, en fait. Alors que là, en trail, ce serait trop dur de me dire: «Bah, demain, j'arrête le trail». Non, là, je pourrais pas, mais en biathlon, je sais pas, c'était vraiment acté et j'acceptais de pas aller au bout et de pas m'acharner pour aller justement, chercher cette sélection. J'avais juste en fait, envie de sortir de tout ça, de cette bulle et juste découvrir un peu, découvrir la vie, découvrir, bah, faire un peu la bringue, à Annecy avec les copains. C'était juste plein de choses. Je dis pas que je me suis restreint pendant ces années de biathlon, mais c'était plus un peu lâcher du lest et voilà, refaire des choses que j'ai envie et courir en montagne, ouais, juste, voilà, faire ce que j'ai envie. Et quand tu arrêtes, tu penses faire totalement autre chose ou il y a ce souhait de rester dans le sport d'entrée? Ah, je le sport était quand même, bien bien dominant. J'aime vraiment bouger, j'aime aller en montagne Mmh. et le trail, j'ai toujours aimé ça, notamment la dernière année en biathlon. J'avais limite plus d'heures en course à pied que d'heures en ski à roulettes. Donc là, l'entraîneur me disait: «Ouais, là, va falloir peut-être faire plus du spécifique parce que la saison, elle arrive» et du coup, je savais très bien que, j'avais déjà cette passion pour la course à pied. Et le trail, tu t'es dit: «Je m'y mets, on verra ce que ça donne». Peut-être qu'à l'époque, c'était aussi peut-être un peu plus compliqué, d'en vivre également. Tu avais trouvé un sponsor? Tu avais une idée de ce que tu allais faire et comment tu allais organiser ton avenir? Ou, tu t'es dit: «Bon allez, j'avance et on verra bien ce qui m'arrive»? Ouais, pas du tout, c'est exactement ça, eh ben, let's go, j'avance. J'avais mes études, l'été, l'hiver, je rentre à la maison. En parallèle, je passais aussi du coup mon diplôme de monitrice de ski, donc j'avais vraiment du temps pour le passer. Ça, c'était un de mes objectifs, je voulais vraiment aller au bout de ce diplôme et après, je faisais des trails l'été, bah, sur Annecy ou à la maison, dans les Vosges et je voyais que ça marchait bien, je prenais vraiment du plaisir et à la fin de cette année-là, donc c'était, courant 2018-2019, j'ai été approchée par une équipe, donc le Team Stas Matrix à l'époque, qui était une structure indépendante et quand ils m'ont proposé, j'étais là: «Ah non, je sais pas, je vous redirai», j'avais pas en fait envie de retourner avoir cette approche de haut niveau, de me remettre à Mmh. fond dedans et tout ça et après je me dis: «Bon, franchement ça peut être une belle opportunité, j'ai pas envie de me prendre la tête» et puis en fait, je me suis lancée dans l'aventure. Et tu as performé rapidement en trail? La première année, oui, j'ai vraiment fait des belles courses, j'avais aucune pression, personne m'attendait, personne me connaissait, donc c'était trop bien, je m'éclatais sur les courses et après, bah, on savait que 2020, bon, il y a eu le covid aussi, mais il y a eu un peu, une grosse chute, je pense plus de pression, plus d'attente aussi envers moi-même et ça a été plus compliqué les années d'après et j'ai eu du mal à remonter la pente, on va dire. Et à chaque fois, est-ce qu'il y a pas ce sujet du mental justement? Parce que tu te retrouves sur une année difficile en biathlon, tu me dis: «Bon mentalement, c'était peut-être un peu compliqué». L'année d'après, tu lâches du lest, tout va bien, tu es à la cool, ça se passe bien. Et là, bon, on m'attendait peut-être un peu, j'étais devenu, je m'étais fait peut-être une petite renommée ou autre et ça redevient compliqué. Ouais, c'est redevenu compliqué et après, c'est là où je trouve que d'être dans une équipe, ça a un gros avantage, c'est qu'ils nous mettaient vraiment à disposition tout pour qu'on puisse réussir. C'est-à-dire, bah, un nutritionniste, un prep mental et un entraîneur et du coup, tout ça, en fait que petit à petit et d'année en année, j'ai pu me reconstruire, créer un peu un peu mon écosystème, autour de mon projet et c'est ça qui me fait avancer et qui me fait grandir et par exemple, la préparation mentale, j'en fais maintenant depuis quelques années et ça m'a vraiment, fait grandir, appris beaucoup de choses sur moi-même, à me faire confiance, à oser sur les courses, à prendre des risques et ouais, je suis hyper contente d'avoir, bah, mon expérience, en tout cas dans ce premier team, elle a été hyper, positive.
Et toi qui as vécu les 2 sports, c'est d'un point de vue ou en tout cas de l'intérieur, c'est quoi les différences les plus notables entre le biathlon et le trail? Je dirais que le trail, c'est plus populaire déjà, c'est plus accessible. Tout le monde peut prendre sa paire de baskets et puis à la montagne et Mmh, courir. C'est accessible. En biathlon, bah, voilà, ça demande quand même dans un club, ça demande, le coût de, d'une paire de skis, d'une paire de chaussures, d'une carabine. C'est c'est complètement différent et par exemple, là, de prendre une paire de baskets, et puis tu es tout de suite en montagne, ça, je trouve que c'est trop bien. Tu as même pas besoin de faire 4 heures, tu fais déjà 1 heure, tu as la sensation de t'être dépensé et tu peux aller loin et rapidement, avoir plein de choses et en biathlon, c'est quand je partais en vacances, c'était un peu le problème parce qu'il fallait prendre tout le matériel, les skis-roues. Je savais pas si je pouvais aller skier, s'il y avait une piste cyclable. Alors que là, où que tu ailles, tu prends juste une paire de baskets et tu sais que tu vas pouvoir, faire ton sport, bah, où tu veux et puis mmh. découvrir plein de choses, quoi. Donc Et dans l'approche professionnelle surtout, dans le sport de haut niveau, que ce soit le biathlon de haut niveau et le trail de haut niveau? Alors j'aurais pas une vision, vu que j'ai jamais intégré Mmh, l'équipe de France, alors je sais que de ce qu'on voit actuellement, je pense ils sont hyper bien accompagnés. Il y a un gros staff derrière l'équipe, derrière les athlètes et en trail, c'est différent parce que c'est plus des teams, c'est plus des marques et chaque, team a son fonctionnement, en fait. Du coup, je sais que je suis partie du team normal, mais par contre, on va dire, c'est moi qui ai démarche c'est j'ai mon propre, staff, qui m'accompagne dans mon projet. Mais c'est différent alors qu'à la en biathlon ou en ski de fond, c'est vraiment le staff de l'équipe de France qui accompagne les mmh. athlètes et je vais pas dire qu'ils ont pas le choix, mais presque au final. On leur impose un entraîneur ou après je pense que ça match forcément, mais ouais, voilà un peu les différences et ouais. Et quelle vision tu portes aujourd'hui sur le biathlon, les résultats de l'équipe de France? C'est hyper inspirant, en fait, pour l'anecdote, c'est que je courais avec, je suis de la même année que Lou Jean Monod Laurent, que Gilles Guigona, Sophie Chauveau, elle a un an de moins, mais je courais avec elle et du coup de les voir à ce niveau-là, je me dis: «Waouh, c'est trop beau» et du coup, c'est des filles qui ont pas lâché et Lou, de toute façon, on voyait en elle un énorme je voyais en elle un énorme potentiel. Elle tirait déjà super bien et elle était souvent devant donc c'est trop chouette de voir, bah, là, ce qu'elle a fait aux JO, par exemple. J'ai Tu as gardé des attaches, ouais, avec ce sport? Ouais, ouais, vraiment, j'adore suivre les coupes du monde, l'hiver, moi, c'est dès que ça rattaque, je suis trop contente de de faire ma sortie montagne le matin et puis de revenir à midi et de me caler sur le canapé et de regarder le biathlon, ouais, c'est trop bien. Tu as parlé juste avant du coup de ton staff auprès de Normal, donc ça te laissait quand même une certaine liberté, une certaine amplitude. Qui c'est que tu as, qui y a, bah, alors pas des noms, hein, mais quel type de profil on trouve dans ton staff pour t'accompagner? Et ben, dans mon staff, il y a donc l'entraîneur, bah, c'est pour moi la personne aussi qui est principale parce qu'il planifie toutes les séances. On planifie Mmh. la saison ensemble. Il y a j'ai un préparateur physique, tout ce qui va être, les séances de musculation. Ça, je l'avais pas avant et c'est une énorme je trouve que c'est un énorme luxe d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi pendant les séances, qui fait attention à ta posture. Ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai un nutritionniste et un préparateur mental. Donc ch et maintenant alors c'est tout nouveau et c'est assez récent. J'aime pas trop dire agent, mais agent qui m'accompagne vraiment dans mon projet, qui va m'aider sur la recherche de partenariats, renégociation et puis, il va m'aider aussi dans le développement un peu de mon image, notamment sur les réseaux, voilà, c'est vraiment, un pilier aussi pour moi parce qu'il va vraiment m'aider et me décharger un peu de certaines «sollicitations» entre guillemets. Avec tout ça, Lucille, tu ne peux qu'exploser. Non, mais c'est vraiment chouette et il y a la plupart de ces personnes, notamment mon diète, ça fait un depuis le team, mon premier team que je le connais et du coup, on a une très belle relation et avec les autres staff aussi, c'est hyper humain, on est assez proches et c'est hyper important. Et comment ça marche ton entraînement? Du coup, tu as un logement, donc toi, tu vis seul aujourd'hui? Tu as un programme que l'on te donne, tu le suis, tu es quelqu'un plutôt d'assez, assidu, qui suit à la lettre ou non, c'est du lucile, quand, tu t'organises un peu, Je peux faire quand tu veux? une dédicace à mon entraîneur Diego, du coup. Non,
Il faut que je sois cadrée, ça c'est sûr, il faut que j'ai un entraîneur, je pourrais pas me faire les séances moi-même. Déjà, je me ferais pas assez confiance et donc c'est assez nouveau, j'ai changé d'entraîneur l'année dernière. Là, ça fait depuis novembre que je suis avec, Diego Alarçon. Donc c'est une très belle collaboration, j'en suis hyper contente et alors c'est vrai que des fois, j'ai tendance à en rajouter un petit peu, donc il me le fait, comprendre et j'ai le petit commentaire de, bon, le petit footing supplémentaire, c'était pas c'était pas obligé ou voilà, j'ai ce petit genre de commentaire. Mais mais après je sais qu'en période de quand les courses se rapprochent, je suis plus sérieuse et je respecte, quand même bien le planning, quoi. Ouais. Et comment tu t'organises du coup? Parce que tu es aussi, monitrice, c'est ça tu disais? Ou entraîneur à l'école de ski? Mmh. Ouais, c'est ça, en fait, je suis monitrice du coup en ski nordique. Je fais, on va dire de janvier à mars, enfin début mars, donc des Mmh. cours à l'école de ski et à côté de ça, je suis entraîneur au ski club, donc c'est des jeunes de la vallée, qui ont 6 ans à 15 et plus, et qui font de la compétition ou juste du loisir et ça, les entraînements, c'est le mercredi et le samedi et on en rajoute, pendant les vacances de Noël, vacances de Pâques, voilà et ça, c'est ouais, ça fait 2-3 ans que j'y suis, ça fait ma troisième année et pareil, c'est quelque chose que je veux pas lâcher parce que les jeunes, je les connais maintenant depuis un moment. Je les vois évoluer, je les vois grandir et pareil, on a un lien qui est assez fort, on passe vraiment des bons moments, avec eux. C'est ta seule activité à côté du trail? Ou, Oui, tu en c'est ça. est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'athlète, professionnel, tu as cette capacité à vivre bien de ton sport? De par les partenaires, de par, la vie que tu t'es organisée? Alors je pense que sans l'ESF et sans le club, je pourrais vivre, bien, je sais pas si c'est le mot, je pourrais vivre. Mais après, moi, c'est plutôt un choix personnel de conserver cette activité. Je pourrais ne oui, je pourrais ne pas travailler, mais en fait, j'en ressens le besoin, j'ai besoin de me sentir utile, en fait. Oui, je fais du sport, c'est trop bien, je me fais plaisir, je suis en montagne, j'adore ça, mais j'ai besoin personnellement, de me sentir, utile, de transmettre, ouais, c'est hyper important. Et en dehors de ces moments-là, justement, où tu m'as dit de janvier à mars, après en dehors de ça, tu es exclusivement sur, le trail ou, tes occupations ou tes entraînements en montagne quand la neige arrive à l'automne, quoi, c'est Ouais, ça? c'est ça, exactement. Après du coup, le SF, c'est vraiment spécifique, du mois de janvier, enfin décembre, ouais, décembre plutôt à enfin l'hiver, en fait et Mmh. après le ski club, ça reprend. On a une trêve là au mois d'avril et après on reprend au mois de mai avec, vraiment, tu vois, des séances à pied, des séances en ski roue, en vélo et pareil, c'est quelque chose que je veux pas lâcher. C'est 2 entraînements par semaine et il y a juste l'été dans les grandes vacances où c'est des stages et j'ai pas forcément le temps, de partir une semaine en stage avec les jeunes parce que c'est énergivore, faut les surveiller, en fait et après en automne, pareil à la rentrée, on fait des séances, 2 entraînements par semaine. Tu m'as parlé de partage justement, c'est intéressant parce que tu as ce besoin de partager avec les jeunes, avec, les personnes en tout cas de la vallée comme tu le dis. En parlant d'échanges justement, j'ai vu tu participes aussi souvent à des tables rondes, à des moments un peu comme ça, en off pour partager ta pratique ou pour partager la vision que tu as de ta pratique aussi et j'ai vu que prochainement tu allais, participer à une table ronde sur, Moutier, c'est C'est ça? ça, exactement, le Le, 18 avril, le 18 avril en compagnie d'Emilia Roth, si je dis pas de c'est bêtises ça. et de Rémi Bercher notamment. Hem, Qu'est-ce que ça t'apporte ce genre d'échange et c'est quoi les objectifs derrière que tu y vois toi? Alors du coup, ça va être la première, ouais, ça va être une des premières tables rondes. Bah, en plus, c'est une 1re aussi ici à Moutier. Donc je trouve ça cool en fait, de la part d'Aurélien Pesseux qui a aussi été à l'initiative de cette table ronde. Parce qu'on est aussi une vallée qui est hyper, sportive. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, qui font du ski, qui font de la course à pied. Et donc, je trouve que c'est un bon moment de réunir un peu tout le monde pour, discuter autour de sujets qui concernent, la vie d'un athlète. Tu vois, Rémi Bercher va parler notamment de la parentalité, lui, comment il gère ses entraînements, avec ses enfants, parce qu'il fait de l'ultra, donc ça demande quand même beaucoup de temps. Émilie, l'après Jeux olympiques,
qui est hyper intéressant. Comment, tu gères cette période où tu es hyper sollicité après avoir eu, 2 médailles olympiques? Et après, il y a aussi le côté, bah, réseaux sociaux, ton entourage, comment tu fais en tant qu'athlète et c'est vraiment, tout ça, je pense que ça va être hyper enrichissant pour, bah, ceux qui le public comme pour nous, en fait. Parce qu'on va pouvoir échanger, à 3 athlètes et puis après il y aura aussi, l'intervention de, bah, des entraîneurs, d'un préparateur mental et je trouve ça hyper cool, ouais, de pouvoir partager, bah, qu'est-ce que la vie d'un athlète parce qu'en fait on sait on sait pas tout. Bah, tu vois, c'est un lien aussi avec avec le podcast que j'ai créé de toute façon, puisque la question initiale, moi, que je me suis posée, c'est oui, OK, on voit des gens courir, on voit, des athlètes, réaliser des performances qui sont, incroyables. Puis nous, en tant que coureurs, on les juge encore, plus incroyables Mmh. que les autres personnes qui ne font pas de sport. Et très souvent, voire tout le temps, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont de telles, capacités et comment ils parviennent justement à les mettre en activité, en action et en mouvement. Et après, je me posais, voilà, toutes les questions dont tu parles sur les sujets de la table ronde, bien qu'on voit la paternité. Moi, c'est quelque chose qui me touche aussi, bien de voir des personnes qui ont, des gamins qui arrivent à faire des résultats incroyables. Bien, je prends l'exemple de Corentin Play, qui a gagné le 120 à l'Ecotrail que j'ai reçu dernièrement avec 3 gamins en bas âge. Et puis il y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Tu prends Thomas l'autre jour sur le Chianti. Ouais, exactement. Je trouve que derrière, ça rend les victoires encore plus belles et je pense qu'aujourd'hui, quand tu parles des réseaux sociaux également, je pense qu'il y a une importance aussi, là-dessus parce que, c'est moteur, puis c'est extrêmement important pour vous. On va avoir des athlètes qui aujourd'hui ont des résultats incroyables, mais ne sont pas en capacité, de communiquer parce que c'est pas du tout, leur monde et ben, on sent que derrière, ils se trouvent bloqués par, l'apport de sponsors, de partenaires et autres et l'inverse est vrai aussi, avec des personnes qui sont de très, très bons communicants, mais qui par contre ont des résultats qu'on pourrait peut-être considérer un peu en deçà de ce qu'on peut voir. Et je trouve que tout ce processus-là est intéressant et mérite d'être partagé parce que tout le monde peut s'en nourrir, tu vois? Exactement et je trouve dans ce que tu dis, c'est aussi de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça fait rêver d'être un athlète de haut niveau, d'être professionnel, mais en fait, on sait pas tout et Mmh, c'est là aussi où sur les réseaux, j'ai pas toujours envie qu'on montre que le beau, le côté beau de la vie d'un athlète, en fait. C'est non, derrière, en fait, je le compare souvent à un boulot, oui, des fois, on a juste pas envie d'aller se faire mal sur des séances parce qu'on est fatigué, on s'enchaîne des grosses séances et du coup, c'est dur donc et puis on est juste, bah, ouais, pas motivé, en fait. Mais du coup, ouais, c'est la transparence et montrer vraiment, qu'est-ce que la vie d'un athlète. c'est bien que tu le fasses à travers ce genre de table ronde. Moi, je trouve que c'est tout à fait appréciable et tout à fait à ton honneur. Tu le montres peut-être un peu moins sur les réseaux sociaux? Je sais pas si tu es très, très porté sur les réseaux de ton côté? Je communique, bah, alors, par exemple, en story, j'aime bien partager, en fait, ce que je fais. J'aime bien, partager, mes sorties en montagne, surtout narguer un peu. Non, non, je rigole. Non, parce que quand je fais des vidéos en story de la neige fraîche et tout ça, on m'envie beaucoup, mais après, c'est vrai qu'en trail, c'est aussi parler, même en course, parler des moments, où on n'est pas bien et tu vois, j'avais fait un post, il y a quelques années quand j'étais en déficit énergétique et j'avais vraiment eu à cœur de partager, ce que je ressentais et ce que j'avais vécu et du coup, j'avais eu quelques retours, hyper intéressants et beaucoup de retours, en fait, où pas mal de notamment des femmes, je dis pas que ça concerne pas les hommes, mais une plus grande partie, de femmes qui est concernée, mais qui avaient, en fait, bah, ce problème, quoi. Donc c'est bien de parler aussi de sujets, enfin, d'autres sujets Mmh. et de pas les Ouais, rendre tout à fait. enfin, que ce soit pas des sujets, en fait, tabous. Que ce soit aussi les cycles menstruels, on en parle de plus en plus. Moi, je suis hyper, ouverte là-dessus et il faut qu'on en parle. Même pour les Mmh. jeunes, en fait, qui suivent les athlètes, c'est hyper important. Ouais, j'en avais parlé avec d'autres athlètes, mais oui, il y a il y a quelque chose là-dessus, ouais. Mmh mh. Et les petits plats, tu ne les partages plus? Les recettes? Non, parce que j'ai plus trop le temps. Non, j'en fais un peu moins du coup, mais ouais, j'adore cuisiner. C'est une de mes bonnes passions, ouais. Bon, en tout cas, pour revenir à la table ronde, c'est le 18 avril, c'est ça? C'est C'est le ça, petit moment promo, 18 avril à Moutier, et ensuite mais je 10:00 crois midi. que même pardon? 10:00 midi.
10 heures midi, voilà, et il y a plus d'infos, je crois, sur ta page d'ailleurs, hein. Je crois que tu as partagé des trucs, là là-dessus pour les gens qui souhaiteraient, s'inscrire, qui souhaitent y assister. Voilà, il y a vraiment quelque chose à récupérer de cet échange et dont on peut se nourrir, voilà, tout simplement. Exactement, vous êtes en nombreux. Quels sont les, comment dire? Quelles sont les sources aujourd'hui de quelles sont tes sources de motivation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est marrant parce que j'ai trouvé, j'ai rigolé parce que j'ai vu que cette question avait été posée à Kylian Jornet dernièrement, où il a dit: «Je ne comprends pas la question que tu me poses. Je n'ai pas à chercher la motivation», tu vois? Toi, si je te la pose, qu'est-ce que tu me réponds? Bah, c'est vrai que c'est une question compliquée quand même. Heu, bah, là, il y a quand même la compétition qui me comme je te l'ai dit, qui me transcende Ouais, ça se sent et quand tu t'exprimes, ouais. ouais, en fait, quand enfin vraiment, là, quand je m'entraîne tous les jours, je pense aux compétitions qui arrivent, en fait. J'ai envie d'être prête, j'ai envie de bien faire après là, je dis pas que je veux être la meilleure du monde, mais en tout cas, c'est quand je me fixe des objectifs, j'ai envie de les atteindre, j'ai envie d'être fière de moi et de me montrer que je suis capable, c'est en fait, je pense, il y a la compétition et aussi me prouver des choses à moi-même. OK. Et comment tu as vécu ces moments difficiles que tu as pu avoir? C'était à Canfranc où tu t'es blessé, c'était une Ouais, entorse, c'est ça, ouais, hein? c'est ça. Je pense que c'était un de tes gros objectifs, sur l'année écoulée. Tu es arrivé avec des souhaits, des envies, Mmh. des ambitions. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Bah, ça a été un moment qui était assez dur, hein, parce que je passe à côté de mes 2 gros objectifs de la saison avec, bah, du coup, comme tu l'as dit, les mondiaux et la finale du skyrunning où là, j'aurais pu jouer, Mmh. une place bah, sur le podium au classement général. Donc là, c'était vraiment dur et en fait, je l'ai pas, accepté tout de suite et j'ai continué à je suis allée au kiné, je continue à faire du home trainer avec ma botte. J'étais vraiment acharnée, je voulais montrer que j'étais capable de récupérer tout de suite, de me soigner, jusqu'au moment où j'ai compris que ça allait être compliqué. Mon médecin, il me disait que ça allait pas être possible, mon entraîneur et ouais, il y a eu quand même plusieurs, semaines, à capter que ça allait pas le faire et ça a été un travail avec notamment mon prep mental. Voilà, ressortir quand même du positif de la saison et pas s'arrêter juste aux mondiaux. Les courses que j'avais faites avant, je me suis prouvé des choses et je pense que j'ai fait un bon début de saison, notamment en allant sur un circuit où en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aimais courir, sur des courses techniques. Ça m'animait beaucoup de jouer avec le terrain, avec les cailloux, avec tout ça et et du coup, ce qui m'a aussi fait switcher et repartir dans une, remotiver donc déjà je suis partie en vacances quelques jours, ça m'a fait du bien, penser un peu à autre chose, aller voir les copains et après en fait j'ai été sélectionnée pour une coupe du monde, la première coupe du monde en ski alpinisme à la maison à Courchevel et ça m'a remis une petite carotte, pour, bah, ouais, c'est un peu une petite revanche, envers moi-même et ça m'a permis d'accélérer, de me remettre bien, de refaire du ski plus tôt aussi qu'avant, que les années d'avant donc voilà, c'est un peu un tout, ouais. Et comment tu as construit la saison 2026 pardon, 2026 qui arrive? J'ai fait beaucoup de volume en ski alpi, tout en conservant un ou 2 footings par semaine, ça c'était quand même important, même, en 15 bornes par semaine, c'était bien pour pas être trop marquée quand je devais reprendre. Mmh. Et après voilà, ça s'accentuait vachement, enfin autour ouais, du volume à ski, des séances à pied, donc 2 et puis, des séances de muscu pour retravailler la force, Et ouais. et tu es reparti sur quels objectifs Alors pour je cette fais année? Zegama mi-mai, 17 mai. Mmh. Après je fais Verbier-Bas-UTMB, donc le 43 au mois de juillet. Avant je fais le kilomètre vertical du marathon du Mont-Blanc en juin. Ouais. Après Verbier et après gros objectif au mois d'août avec, Trofeo Kima, donc une course en skyrunning, en Italie. Et après un plus long, je sais pas encore lequel, pour finir la saison passer un peu, le cap et découvrir une distance aux alentours de 80, 100 kilomètres.
voilà. Ah, bah, ça fait partie des questions que je me posais. Mais avant tout, je t'en pose une autre. J'aimerais savoir si Normal aujourd'hui a un rôle dans les courses que tu choisis. Est-ce que tu es libre dans la manière d'organiser ta saison ou est-ce que tu as certains critères à respecter de par leur côté? Non, honnêtement, on est assez libre. Après, eux, ils sont présents sur certains événements, donc si on peut y être, c'est quand même bien, mais ils vont jamais dire: «Là, Lucie, il faut que tu ailles à Cerzinal». C'est exactement ce que ma manager, elle m'a dit et elle enfin, c'est vraiment, ils sont conscients de mon profil et ils vont jamais m'imposer une course où que j'ai pas envie d'y aller et ça, je trouve que c'est hyper important qu'une marque, une équipe, soit, aussi, conciliant avec ça parce que moi je trouve que c'est une des priorités et de laisser l'athlète, choisir ses courses et de s'épanouir parce que si tu l'envoies sur une course où il a pas du tout envie d'y aller, je sais pas si ce sera vraiment efficace, on va dire. C'est quoi les courses où tu as envie d'aller toi? Il faut que ça monte, il faut qu'il y ait du caillou, il faut que ce soit haut, Ouais, j'aime bien les courses, vraiment de montagne. Donc il y en a des belles en skyrunning, notamment j'avais fait Zermatt l'année dernière, enfin Matterhorn, là, c'était incroyable, une des courses les plus techniques que j'ai faites. Et après, j'en ai plein, dans ma liste, j'aimerais bien faire l'échappée belge, j'aimerais bien faire le 90 du Mont Blanc, j'aimerais bien faire la Transvulcania, le Mute, il y a la liste est assez longue. mais je t'avais pas vu, il me s non, je dis peut-être une connerie, mais, Où ça? je t'ai pas vu une année aux Templiers ou un truc comme Si, ça, sur une course courte, une bouffie ou oui, je sais pas quoi, exactement. non? Ça C'est ça? ouais, c'était 2000, attends, 2023. Ça devait être 2023, ouais. Ouais, un truc dans le genre, tu vois, j'y suis tous les ans, mais ouais, ouais et tu pas gagné? Si? Alors Non? 2022, je fais la Bofi 50 et 2023, il me semble que je fais le 80 des Templiers, parce que je m'étais blessée Ouais, OK. et je m'étais remis une petite carotte, voilà, bah, l'objectif. Ouais, donc même quand c'est relativement roulant, tu performes quand même? Alors Bofi, je sais pas si La j'avais un bouffie, gros ouais. niveau, mais oui, j'avais fait un bon temps. Après, je pense qu'il faut aussi, on le dit beaucoup maintenant, c'est qu'un athlète, il doit aussi être polyvalent et tu vois, là, l'hiver, j'ai travaillé un peu le plat et ça me fait du bien. Je suis quelqu'un qui est pas du tout économique à plat et j'ai vraiment envie de le travailler pour prendre plus de plaisir, sur les trails où il y a des grandes parties plates et puis moins ramassées, quoi. Enfin, donc ça, c'est hyper important de savoir être, bah, bon partout. C'est un athlète OK. complet, c'est le meilleur athlète. Oui, bon, on le voit de toute façon maintenant quand tu Voilà, prends les exactement. mecs, ou les filles sur des marathons ou des semis, quand tu vois ou même des 10 kilomètres, Exactement. quand tu vois les temps réalisés, c'est quand même impressionnant. Bah, un exemple pour moi, s'il y a Ketisha qui est aussi Mmh. forte sur un cross que sur, Sirzinal, que sur un ultra, donc Ouais, c'est vrai, hein. c'est beau. Et toi, tu as donc ce souhait d'aller sur du plus long? Exactement. Ah, ça fait un moment que je suis sur du court, j'aimerais bien passer le cap et c'était une de mes visions à long terme de m'améliorer, sur des formats courts, de progresser là-dessus et après, petit à petit d'aller sur du plus long. Je voulais surtout pas, griller les étapes et prendre le temps d'aller sur du long parce qu'au final, tu vois, niveau nutrition, je suis encore pas au top du top et j'estime que si c'est pas encore, enfin, si c'est pas encore bon, les feux sont pas ouverts et il faudrait que je sois encore patiente pour aller sur du long. Mais là, je pense que ça commence à être bien et c'est le moment, ouais, d'aller découvrir autre chose. Ça veut dire quoi, Lucille, quand tu dis, niveau nutrition, c'est pas top top? Bah, c'est plus, la nutrition à l'effort. J'ai encore du mal OK. à manger sur les cours, j'ai tendance à oublier, à pas boire ou à pas manger et bah, ouais, bah, les France l'année dernière, j tellement trop dans ma course, je mange bien sur les 2 heures et en fait, je comprends après pourquoi je finis mal parce que j'avais encore, 3-4 gels dans mon sac et j'avais complètement oublié de manger, pendant la course, quoi. Bon, je te propose un truc, un jour on fait une course ensemble, tu vas voir, tu vas bien manger. C'est vrai? Alors, tu auras du saucisson, tu auras Des du trucs. roquefort, tu vois? Au moins tu vas savoir pourquoi tu cours, d'accord? C'est vrai, c'est ta nutrition à l'effort? Non.
pas du tout. Mais après, tu sais, tu as des non, mais tu as des courses, sur lesquelles, oui, par moment, quand même, Oui, tu profites, tu vois? ouais, Il y a des courses, tu prends les Tem je parlais des Templiers tout à l'heure, très clairement, tu as moyen aussi de te faire plaisir par moment avec, un petit bout de roquefort ou quoi que ce soit, sur les, quand il te reste 10 bornes, tu peux y aller, hein. De toute ouais. façon, c'est pas ça Après qui va sur tu vois? un ouais, sur une grosse échéance, je suis pas Mais, sûre que le roquefort il soit vraiment bénéfique. arrête, psy. Mais je pense Critique pas le roquefort, on va avoir des problèmes après. je penserai à tes conseils. J'en parlerai quand même à mon diète et puis on verra Mais ce oui, qu'il me dit. tu verras. Ouais. Il te dira: «Putain, ouais, non, c'était vraiment une bonne idée». Ouais. Hem Et pourquoi il y a ce besoin d'aller vers du long? Tu sais que je le retrouve très souvent, dans la plupart, avec Ouais. la plupart des athlètes avec qui je discute. Il y a toujours ce souhait d'aller voir plus loin, d'aller voir plus long. Ça vient d'où ça? Alors je le remarque aussi, il y a une vraie tendance à Mmh. surtout je trouve, des vraiment des jeunes qui ont envie d'aller sur du plus loin. Alors je sais pas si c'est Mmh. une mode ou une envie. Peut-être? Peut-être parce qu'il y a des très belles courses, tu vois? Notamment le 90 du Mont Blanc, hein, ça donne envie, hein. Mmh. C'est pas un ultra, c'est un trail long, on va dire, mais je pense qu'il donne envie et moi je pense que, c'est aussi un moyen de se découvrir, de voir jusqu'où ton corps il peut aller. Parce qu'aussi, tu vois, il y a une grosse part, mentale. Alors j'ai jamais fait d'ultra et jamais couru plus de 15 heures, mais même plus de 9 heures, plus de 9 heures surtout. Mais mais c'est plus envie d'aller au-delà et de voir, comment ton corps il va réagir sur une distance aussi longue. Moi, c'est vraiment ça qui m'intrigue, de voir, ouais, voir comment je vais gérer la distance, voir mentalement comment mon cerveau va prendre le dessus ou pas, gérer les moments un peu moins bien, les moments plus forts, la nutrition. Du coup, il y a pas mal de choses à gérer et c'est ça qui est cool et tu vois, sur les formats 40-50, l'année dernière, je me disais, «Pouah, c'est des formats, ça va quand même vite, quoi» et je prenais de moins en moins plaisir parce que c'est vraiment, all-in, du départ jusqu'à la ligne d'arrivée et du coup, ouais, je pense qu'il y a aussi peut-être ce besoin de se chercher, de se découvrir un OK. peu plus. Et est-ce qu'aussi il n'y a pas, quelque chose à aller chercher dans le fait que les athlètes d'ultra, sur, les vainqueurs de l'UTMB, ou des très grandes courses comme ça, deviennent des sortes un peu d'idoles, tu vois? C'est un peu le graal, quoi. Tu gagnes des courses des 100 miles ou autre. Alors que tu peux avoir des profils qui sont identiques, tout est relatif dans ce que je dis, mais en tout cas en termes de performance, tu vois, sur des formats courts, on a l'impression que les formats courts, les gagnants des formats courts font beaucoup moins rêver que des mecs qui vont gagner des 100 miles ou autres dans l'imaginaire des gens et dans ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc moi, je me suis posé la question aussi, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'un problème, c'est pas un problème, mais un peu d'ego de la part des athlètes, hein? Mais attends, moi, je veux aller prouver aussi dans ça. Est-ce que le 100 miles n'est pas devenu le graal du trail et il faut absolument y aller si je veux prouver que je suis quelqu'un? Ah, je sais pas trop parce qu'au final, tu vois, il y a quand même Tu vois? pas mal de enfin, il y a beaucoup d'athlètes qui m'ont inspirée, via des formats courts. Oui, maintenant qui vont, sur du plus long. Tu vois, bah, je te parlais d'une Katie, d'une Blandine Mmh. Lirondelle, enfin et la liste est longue, je pourrais donner plein de noms. Un Rémi Bonnet qui fait du marathon du Mont Blanc, des formats 40. Donc non, je suis pas si sûre. Une OCC, pour moi, il y a un énorme niveau et ça fait que 57 kilomètres. Et CCC, il y a peut-être, ça dépend des années, mais des fois, il y a en tout cas, c'est mon avis, mais une OCC est même plus relevée qu'une CCC. Mais attention, c'est la vision de Lucille qui est athlète. Là, je parle de la vision, tu vois, des autres non, mais c'est vrai, Non, mais hein, ça dépend des années, mais je trouve que, du public, quoi. sur les Oui, après, je suis d'accord, oui, oui, la ouais, CCC, c'est ça voilà, dépend. voilà. Mais je trouve qu'il y a des beaux athlètes hyper inspirants qui Non, mais c'est évident. et puis, tu vois, en fait, c'est même pas comparable parce qu'un 57 kilomètres, c'est tellement rapide. Enfin, ça court super vite et c'est autant impressionnant, bah, qu'un mec qui va claquer un ultra, en courant en 20 heures, parce que c'est pas les mêmes, tu vas plus te rentrer dedans enfin mentalement, c'est pas pareil. Alors qu'un 40 kilomètres, tu vas enfin ça va être physique, mais un tu une petite partie aussi mentale. Mais je trouve que c'est deux formats qui sont Voilà. quand même, difficilement, enfin comparables, quoi. Mmh. Tu prêches un convaincu, hein, je te rassure. Bon, bah, ça va alors. Tu aimerais le voir comment ton avenir? Oh là là, déjà me parler d'avenir, ça me fait peur. Bah, tu commences à être âgé, Lucie. Mais oui, 28 ans bientôt. Oh là là. Attends, Non, franchement, je sais pas honnêtement, je sais pas.
Je me pose beaucoup de questions, alors je sais que dans le sport, là, j'ai encore pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Il y a des courses, bah, que j'aimerais bien gagner, c'est sûr. Est-ce que j'y arriverai? J'en sais rien, mais en tout cas, je me donne les moyens et c'est ça qui est cool, c'est que je pourrais pas avoir de regrets sur, en tout cas, ma carrière et et l'avenir, c'est, bah, encore une fois, mon petit mantra, c'est d'être, bah, rester épanoui dans ce que je fais, garder toujours du plaisir. Ça, c'est vraiment, hyper important et après j'ai des projets, perso, hein, après le trail. J'aimerais bien, monter un gîte avec, bah, tu vois, créer des activités à côté avec le ski de fond, bah, avec le trail et mais voilà, ça, ce sera ce sera plus tard et mais voilà, si on peut parler un peu d'avenir. Et est-ce que le trail t'a fait faire des sacrifices quand même? Il y a dont tu nous as parlé de l'enfance ou durant l'adolescence au biathlon, oui, il y a eu quand même quelques petits Mmh. sacrifices. Mais est-ce que maintenant le sport fait que personnellement, il y a quand même des sacrifices que tu es obligé de faire et que dans l'absolu, tu aurais préféré ne pas les faire, tu vois? En trail, honnêtement, non. Pour moi, j'ai toujours fait les choses avec envie et alors oui, mis à part, ce que je disais tout à l'heure, quelques sorties, bah oui, tu es juste fatigué, tu as pas envie d'y aller, mais une fois que tu y es, tu es trop content d'être en montagne, d'avoir un super point de vue, de voir des bouquetins, tu es trop heureux, il y a personne. Mais, mais ouais, ouais, je Mmh. Et est-ce qu'il y a ce souhait d'avoir un enfant, bon, je sais, il faut trouver, le Jules, hein, mais, ouais, est-ce qu'il y a ce souhait, ouais, d'être parent à l'issue? ouais, bah Soit à l'issue de ta carrière d'ailleurs ou durant ta carrière d'ailleurs, hein, ouais, c'est non, pas c'est vrai, hein, c'est alors déjà oui, il faut le faut trouver quelqu'un, mais non, oui, c'est dans ma tête, c'est toujours dans cette, notion de transmission, de partage, de pouvoir avoir, bah, un enfant, fonder une famille et je trouve que c'est hyper fort bah, l'éducation, enfin tout ça, ça doit être trop cool, tu vois? En tant que, bah, d'être parent, c'est je pense une petite fierté et ouais, c'est dans ma tête, en projet, pas de suite. Je suis pas hyper pressée par contre, j'ai envie de encore bien profiter, faire tout ce que j'ai envie et puis après on verra quand je serai posée, de savoir vraiment là où j'ai envie d'habiter. C'est encore pas le cas, je suis un peu entre 2 encore, donc voilà. OK. Quoi qu'il en soit, tu vivras toujours proche de la montagne ou tu as un souhait peut-être, comme certaines personnes de plage, de Non, palmiers, tu pas l'air d'être sur ce non, profil-là. franchement, j'ai vraiment du mal avec, je suis pas quelqu'un qui est fan des sports d'eau et tout ça. Alors j'aime bien y aller une fois à la plage, mais je fais 1 heure de sieste sur le sable et puis ça me va bien, quoi. Après, je suis vraiment, je pense quelqu'un qui est connecté avec la montagne, ouais. Tu vois, je regarde là souvent parce que j'ai une vue qui est incroyable, depuis chez moi là où j'ai le sommet là, le Grand Bec qui est enneigé, c'est trop beau. Mmh. Petite chanceuse. Ouais, Quelques, c'est pas très chaud, hein. quelques pe C'est ça. quelques petites questions en vrac, pour terminer, Lucille. De quoi tu es fière? C'est dur, comme question, j'aime pas ce genre de questions. Bah oui, mais sinon je te l'aurais pas posée. Qu'est-ce que je suis fière? Bonne question, hein. Je réfléchis, mmh, qu'est-ce je pourrais dire que ça bah, alors par rapport peut-être mon parcours, sportif, mais il y a aussi Mmh. encore une fois bah, fière surtout au boulot, je pense, je me le dis après l'hiver de bah, transmettre et puis donner les meilleurs conseils, pour, bah, aux gens qui ont jamais fait de ski de leur vie et qui veulent, apprendre à skier et c'est pareil au ski club, c'est faire évoluer les jeunes, leur transmettre, tout ce que je peux sur, bah, le sport, sur, alors oui, le dépassement de soi. Je pense que ouais, c'est ça. OK. Bon, C'est en tout cas, tu franchement, peux, j'ai du mal à ouais, j'ai du mal ouais, mais tu peux être fier d'un truc, moi je pense, c'est d'inspirer des gens, parce que je pense que tu inspires beaucoup de monde et
tu fais quand même sacrément l'unanimité, où qu'on aille, c'est vrai, on a du Lulu par-ci, Lulu par-là, tu vois? Même quand je discute à droite à gauche, les gens connaissent pas Lucille Germain, en fait, c'est Lulu. C'est Lulu. Tout le temps, on parle de Lulu et on se rend compte, bah, finalement, que c'est quand même un pseudo qui est assez attachant, assez familier et les gens ne t'appelleraient pas comme ça si, tu vois, si ça se passait mal. À l'inverse donc tu m'as dit de quoi tu étais fier. À l'inverse, quel regret tu aurais aujourd'hui, à date? Ouais. Alors je pourrais dire que c'était d'avoir arrêté le biathlon peut-être un peu d'être un peu trop tôt et de pas m'être acharnée, ouais, de pas avoir continué, tu vois? Persévérer. Peut-être que c'est ça mon regret. J'ai toujours eu le regret de, bah, comme je te l'ai dit, de pas avoir porté les couleurs de l'équipe de France en biathlon. Mais en fait, là où je suis fière du coup, c'est que je l'ai fait en trail et ça, je suis hyper contente d'avoir porté le maillot de l'équipe de France, sur une compétition. Ah ouais, bah, ça, je pourrais le dire, OK, c'est une ouais, fierté, ouais, pour le coup. et tu as soif de le reporter? Ouais, vraiment, oui, oui, bah, Mmh? j'ai déjà soif de prendre cette revanche par rapport à Canfranc là où je l'ai Ouais, un peu encore enfin, je l'ai encore en travers donc je trouve le maillot de l'équipe de France, il a un goût particulier. Il te transcende encore plus, il te motive, ouais, c'est fort. Mmh. mmh, puis vous êtes une bonne bande quand même Oui, 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 il y a une très bonne équipe, ouais, mmh. ouais. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur? J'allais dire l'échec, mais ouais, Tu as le droit, ouais, non, OK, c'est de pas y arriver. Après, j'ai aussi beaucoup travaillé avec, avec mon prep mental. J'avais peur d'oser, j'avais peur de prendre des risques, et du coup derrière, il y avait la peur de perdre et d'être déçu. OK. Ton plus grand rêve, ce serait quoi? Championne du monde de trail. C'est quoi? Ah, ça serait en fait, quand je dis ça, je pense, à la victoire de Marion Delespierre, à Innsbruck et ça, ça m'avait foutu des frissons et quand je l'ai vu passer la ligne d'arrivée, je me suis dit: «Bon, bah, allez, go, retourne à l'entraînement maintenant, je veux vivre, je rêverais de vivre, ce qu'elle est en train de vivre, quoi». OK. C'est quoi ta plus grande force? Ma plus grande force, heu, mmh, c'est dur, tes questions. Je sais pas ce que c'est ma force, mmh, ma force je pourrais dire le mental, mais des fois c'est pas tout le temps ça, mais Mmh. j'ai pas envie de lâcher. Je suis pas convaincue quand Oui, je dis. oui, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans parce que tu vois, quand tu as arrêté le biathlon, tu aurais pu lâcher, partir sur autre chose ou, tu vois? Tu aurais pu couper complètement du monde du sport, hein, et prendre, une activité professionnelle, lambda, j'ai envie de dire, comme tout le monde, non. Tu quand même souhaité, y aller, continuer, tu vois? Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, ouais. Ouais, je OK, pense que je suis et passionnée aussi. Je suis passionnée, alors je sais pas si c'est une force, mais mmh, bah, je pense que c'est quand même un élément qui est important. mmh, Sans passion, on n'a plus grand-chose ouais, bien aujourd'hui. sûr. Et si tu avais pas été athlète, ou si tu n'avais pas été dans l'environnement du sport, tu aurais fait quoi de ta vie? Mmh, mmh, c'est vrai quand on me demande déjà même les passions que j'ai à côté du sport, je suis là: «Mais en fait, j'aime que le sport». Non, je fais autre chose, mais bah, tu vois, je pense que j'aurais fait des saisons, dans les refuges. C'est quelque chose pareil que je me suis noté après ma carrière, Ah ouais? que j'ai envie de crapahuter en montagne et d'aller m'enfermer quelques mois, là-haut, de cuisiner, de faire les chambres, d'accueillir les gens. Ça, c'est un truc que j'ai bien en tête. Donc voilà, peut-être, faire des saisons comme ça et puis après, bah, voilà, ces maisons d'hôtes là qui me trottent bien dans la tête, ouais, je l'ai en projet. OK. Bon. Bon, j'arrête de te charcuter, Lucie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ait pas abordées, qui te semblent importantes, toi, dans ton processus, dans la personne que tu es, que tu aimerais rajouter? Franchement, non, après là, si je peux finir là-dessus, c'est que, bah, cet hiver-là, il m'a fait trop du bien parce que j'ai aussi
pris un peu du recul sur, ma pratique sportive. J'ai plus profité qu'avant, tu vois? Je me suis permis d'aller faire un peu la fête au mois de février, de socialement, de voir plus de monde et ça me fait du bien. J'étais quelqu'un qui était assez casanière. Des fois, j'ai tendance à m'enfermer un peu et trop dans mon truc, dans mon sport et je me rends compte que ça me fait du bien de voir du monde, ça me fait du bien de rencontrer des gens et voilà, c'est le mot de la fin. Ouais, mais je pense qu'il faut pas que ce soit exclusif. Je pense qu'il faut du sport, il faut des à côté, il faut une vie sociale. En tout cas, quand son corps le demande, je pense qu'il faut pas hésiter à y aller aussi. Bien sûr et puis ça reste avant tout du sport et je pense que je me suis mis beaucoup la pression dans les années d'avant, même en biathlon et voilà, là je vais un peu loin, mais il y a des choses plus graves dans la vie et Mmh. je trouve que ça reste du sport et voilà, faut juste, kiffer ce qu'on est en train de faire et avec les gens aussi qui nous entourent, voilà. Merci madame. Merci Bon, à toi. merci à toi. Merci en tout cas Lucille, merci à tous les auditeurs. Merci à toi pour cet échange en tout cas qui est plein de sens, plein de bonnes ondes en espérant que pour les téléspectateurs, pour, les auditeurs également, puisque oui, je te l'ai pas dit, mais c'est vrai que l'échange est aussi, diffusé sur, YouTube, qui n'est pas une plateforme podcast à proprement parler, mais c'est l'occasion aussi de voir nos trombines de temps en temps sur ce média-là, voilà. Donc, pour tous ceux qui pourront en tirer quelque chose, en tirer le maximum et suivre Lucille dans ses performances à venir, on y croit dur comme fer et en tout cas on te le souhaite, grandement. Merci. Pour, tout le monde, ben, on se retrouve assez vite. Déjà, on retrouve Lucille le 18 avril, pour la table ronde à Moutier et ensuite nous, on se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée qui sera très probablement la dernière ou le dernier personnage de cette première saison avant d'attaquer une nouvelle saison à la rentrée pour moi, qui sera donc au mois de juin. Merci Lucille et à très bientôt. Merci Arnaud, à bientôt. Et bien voilà, l'épisode est désormais terminé. J'espère que ces confidences vous auront montré la richesse et la complexité des chemins qui mènent à l'excellence, bien au-delà des victoires. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode, avec de nouveaux invités. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un avis sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Ce sera bien utile pour moi dans le cadre de ce projet, car n'oubliez pas que ce podcast n'est pas une profession, mais qu'il est avant tout une passion.